Cela fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode sur les médias perdus troublants, alors nous sommes de retour aujourd'hui pour couvrir 3 exemples différents allant de la dernière déclaration perdue de l'une des personnes les plus dépravées de tous les temps au tout premier enregistrement d'exécution. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et à d'autres avantages, ou bien me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à toutes celles qui y penseront. Cette vidéo traite de sujets potentiellement déclencheurs comme les exécutions, meurtres, pédophilie, agressions sexuelles et syndrome du bébé secoué. Discrétion recommandée aux spectatrices. Cliquez sur le lien dans la description pour voir une version non censurée et sans pub de cette vidéo, plus détaillée et comprenant une entrée supplémentaire absente de cette version. Une exécution par pendaison est un film perdu montrant la mort d'Edward Hindson le 6 juillet 1880 des Dinuitar. Cela s'est produit dans la cour de la prison du comté à Jacksonville, en Floride, après qu'Edward ait été condamné pour agression criminelle sur une fille de 14 ans par 5 ans. Cela a été filmé par la société American Mutoscope et ce n'était que la 2e fois qu'une exécution était jamais enregistrée. La première fois, c'était la pendaison de Guillaume Carr l'an dernier, condamné pour le meurtre de sa fille de 3 ans, Belle. La mère de Belle était décédée 2 ans auparavant et elle aurait été maltraitée par Guillaume et sa nouvelle épouse, Suzanne. Après avoir échoué à envoyer Belle chez les Sœurs de la Charité à Kansas City, Suzanne a exigé que Guillaume se débarrasse de Belle, menaçant de le quitter s'il refusait. Guillaume a accepté et avait d'abord prévu de se rendre à Kansas City pour confier Belle à n'importe qui voudrait bien la prendre. Mais il a changé d'avis en chemin et a décidé de la tuer à la place. Il lui a attaché une pierre avant de la jeter dans la rivière. Son corps a été retrouvé quelques jours après. Guillaume a été arrêté et après avoir refusé de coopérer, il a avoué au 3e interrogatoire, disant n'éprouver aucun remords et ne confesser que pour éviter l'implication de Suzanne dans le meurtre. En attendant son exécution en prison, il est devenu une petite célébrité et a fait l'objet de plusieurs articles. Il a reçu de nombreux appels, mais à l'approche de sa mort, sa santé mentale a semblé se dégrader et il a tenté de se suicider 1 semaine avant. Le réalisateur Frédéric Gutt et le caméraman Percy Arnett avaient l'autorisation de filmer l'exécution. Bien que Guillaume soit mort en 2 minutes après la pendaison, environ 10 minutes de film ont été enregistrés. Le duo voulait filmer plus longtemps, mais Percy a renoncé à la dernière minute, ne supportant pas l'exécution, et Frédéric a arrêté de filmer par crainte que la foule en colère abîme sa caméra. Malgré une forte médiatisation et sa projection à travers les États-Unis, ce film est aujourd'hui considéré comme perdu, aucune séquence n'ayant refait surface depuis. S'il en reste quelque chose, ce n'est pas accessible au public et les chances de retrouver le film sont très faibles, puisque environ 75% des films muets américains sont totalement perdus. Quoi qu'il en soit, revenons à Edward Hindson. Il y a très peu d'informations en ligne sur son crime présumé, ce qui rend les images de son exécution encore plus obscures que celles de William. Un livre écrit par Amy Louise Wood, publié en 2009, intitulé « Lynchage et spectacle », résume l'exécution, je cite, « Une exécution par pendaison, American Mutoscope and Biograph Company, 1898 montrait l'exécution d'un prisonnier noir à Jacksonville, Floride. » Le catalogue de la société de production décrit le film comme un sujet très macabre mais très intéressant. Le prisonnier monte à l'échafaud avec des membres du clergé. Le bourreau place la cagoule et le nœud coulant autour du cou du prisonnier. La trappe est actionnée et on voit le corps traverser l'air et se balancer en frémissant au bout de la corde.
Cette description apparaît dans le catalogue de 1902, ce qui suggère que le film était encore suffisamment populaire auprès des exploitants pour rester dans leur inventaire. Le condamné dans ce film était très probablement Edward Hindson, qui a été reconnu coupable d'agression criminelle sur une jeune fille blanche de 14 ans. Son exécution devait être privée, mais selon un journal local, de nombreuses personnes, en particulier des soldats stationnés dans la ville, ont réclamé d'y assister. La foule a donc envahi toute la cour de la prison. Lorsque le corps de Hindson est tombé, il n'y avait plus moyen de retenir la masse humaine qui s'est avancée, à quoi un policier aurait répondu « Messieurs, reculez. Vous êtes en présence de la mort. » On pourrait croire, à voir vos réactions, que vous assistiez à l'abattage d'un bœuf. Bien que la foule ait sans aucun doute apprécié cette exécution parce qu'elle s'était désidentifiée et avait déshumanisé le condamné, il est probable que l'abattage d'un bœuf n'aurait pas suscité une telle attention. En effet, le film ne pouvait pas montrer le dernier discours de Hindson où il déclara son innocence mais se dit prêt à être pendu car « Mon âme est sauvée et je suis libre de tous mes péchés ». Une exécution par pendaison a abstrait ce moment de pénitence et de mort, permettant aux spectateurs de projeter leur propre récit du crime noir et de la rétribution blanche sur l'image. Puisque Hindson a manifestement mis 15 minutes à mourir par strangulation, l'image a dû se terminer avant sa mort. Les spectateurs auraient ainsi projeté sa mort dans le film. Pour les milliers de spectateurs extérieurs à Jacksonville, en Floride, Hindson était un criminel noir anonyme face à la mort. Certains exploitants ont pu expliquer aux spectateurs qu'il s'agissait d'une exécution en Floride, mais la plupart ne l'ont sans doute pas fait, et les spectateurs ont vu cette courte séquence parmi d'autres scènes. Ils l'auraient contextualisé eux-mêmes, selon leurs connaissances et préoccupations sur la criminalité noire et les châtiments publics. Le film, en élargissant le nombre de témoins de cette pendaison à des milliers d'autres personnes venant de tout le pays, a permis à des gens qui n'auraient pas été admis dans la cour de la prison d'assister à l'exécution à l'écran. Une jeune femme, genre par exemple, avait demandé à assister à l'exécution. Pourtant, bien qu'elle ait affirmé avoir assisté à des exécutions dans de nombreux pays étrangers et qu'elle souhaitait voir une pendaison, le shérif a refusé. Il n'y avait qu'une seule femme autorisée dans la cour, la jeune victime de Hindson, qui était déterminée à assister à l'exécution de son agresseur, malgré les efforts du shérif O'Broward pour l'en dissuader. Sa présence, jugée inhabituelle lors de la pendaison, fut signalée par le journal, qui précisa qu'elle était accompagnée d'un parent masculin. Les femmes, interdites d'assister à l'exécution, auraient pu la voir lors d'une séance de cinéma. Je n'ai pas pu trouver la moindre information sur le crime lui-même, à part le fait qu'Edward a été condamné pour agression criminelle sur une fille de 14 ans. Il a maintenu son innocence jusqu'à sa mort, mais il n'y a tout simplement rien qui permette de spéculer sur sa culpabilité ou non. Le film de l'exécution a ensuite été vivement critiqué, non seulement dans Lynching and Spectacle, mais aussi dans Beyond the Living Dead, qui affirmait qu'il avait encouragé la propagande pro-lynchage à travers l'Amérique. Une exécution par pendaison n'est pas réellement perdue en soi, mais elle n'est pas disponible au public. Une seule bobine complète de mutoscope est connue, composée de photogrammes sur un tambour rotatif visible à travers un judas, créant l'illusion d'un film. Cette bobine a été vendue à un collectionneur privé lors d'une vente aux enchères en ligne en septembre 2015 pour 3 600 $. Il se peut très bien que ce soit l'unique exemplaire et le collectionneur ne l'a pas encore partagé publiquement, donc il ne le fera peut-être jamais. Quelques images du film peuvent être trouvées en ligne, et vous pouvez en voir certaines à l'écran maintenant, mais il est probable que le film entier reste privé. Je connaissais déjà Albert Fish, mais je n'avais jamais vraiment étudié ses crimes. Et franchement, rien ne m'avait préparé à l'horreur que j'ai découverte. Il était également connu sous les noms de loup-garou de Wisteria, vampire de Brooklyn, homme gris, fou de la lune et croque-mitaine, ce qui vous donne une idée de la nature de cet homme.
Albert est né en 1870 dans une famille ayant des antécédents de maladies mentales, notamment de la manie et de la schizophrénie. Après la mort de son père en 1875, il a été placé en orphelinat, victime de violences physiques, mais a ensuite avoué y avoir pris du plaisir. Lorsqu'il avait 12 ans, il a commencé une relation avec un garçon qui lui a fait découvrir diverses pratiques inhabituelles, comme boire de l'urine et manger des excréments. Il fréquentait aussi les bains publics pour observer d'autres garçons se déshabiller et le comportement d'Albert a empiré ensuite. Il a déménagé à New York à l'âge de 20 ans et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à agresser des garçons dont la plupart avaient moins de 6 ans. À 28 ans, il a épousé une femme de 19 ans présentée par sa mère. Ils ont eu 6 enfants, bien qu'il ait continué à agresser des garçons et à avoir des relations extra-conjugales. Vers 1910, Albert a rencontré un jeune homme de 19 ans nommé Thomas, avec qui il a eu une relation physique extrême, bien qu'il ne soit pas clair si cela était consensuel ou non, car Albert a ensuite laissé entendre que Thomas était déficient intellectuel. Un jour, Albert a emmené Thomas dans une ferme abandonnée où il l'a retenu captif pendant 2 semaines et l'a torturé tout le temps. Il comptait le tuer et ramener son corps, mais craignant d'attirer l'attention avec la chaleur, il soigna la blessure de la partie enlevée, lui donna $10, l'embrassa pour lui dire adieu et partit, ignorant ce qu'il advint ensuite. Bien qu'Albert ait toujours été profondément perturbé, sa santé mentale s'est encore plus détériorée après que sa femme l'a quitté pour un autre homme en 1917. Elle a emporté presque tous leurs biens, mais a laissé les enfants avec lui. Il semble qu'il se soit comporté de manière très inappropriée envers ses enfants à certaines occasions, mais heureusement, il ne les a jamais réellement maltraités physiquement. Il a commencé à avoir des hallucinations auditives qui l'ont poussé à se faire du mal et à accomplir diverses autres actions bizarres, comme s'enrouler dans un tapis, affirmant qu'il suivait les instructions de Jean l'apôtre. Quelques années plus tard, il a poignardé un garçon déficient intellectuel. À cette époque, on pensait aussi qu'il payait des garçons pour qu'ils lui procurent d'autres enfants. Entre 1919 et 1930, il a torturé, agressé et assassiné de nombreux jeunes enfants. Ses victimes étaient souvent des personnes ayant un handicap intellectuel ou des enfants noirs, car Albert pensait qu'il ne manquerait à personne, ce qui est absolument horrible. En mai 1928, alors qu'Albert avait 58 ans, il a vu une annonce dans un journal de New York d'Edward Budd, un jeune homme de 18 ans qui cherchait du travail à la campagne. Quelques jours plus tard, Albert est allé rendre visite à la famille d'Edward et a dit qu'il l'embaucherait pour travailler dans sa ferme, qui évidemment n'existait pas. En fait, il voulait torturer Edward et le laisser mourir. Albert, venu chercher Edward et son ami, a croisé sa sœur Grace, 10 ans, et a choisi de la cibler à la place. Il a inventé une histoire sur l'anniversaire de sa nièce et a réussi à convaincre les parents de Grace de la laisser venir à la fête. Après avoir quitté la maison familiale, Albert a emmené Grace dans une maison abandonnée où il l'a étranglée puis a démembré son corps. Il a ensuite cuisiné et mangé ses restes pendant les jours suivants. Quelques mois plus tard, il a envoyé une lettre anonyme aux parents de Grace, avouant le meurtre et décrivant en détail exactement ce qu'il lui avait fait, ce qui a finalement conduit à son arrestation. Après l'arrestation d'Albert, on a découvert d'autres victimes. 2 autres victimes ont été confirmées, en plus de Grace, Francis McDonald et Billy Gaffney, et il est également soupçonné d'avoir assassiné Jetta Abramovitz et Mary Ellen O'Connor. Il se peut aussi qu'il ait tué Emma Richardson et Benjamin Cullings. Lors du procès pour le meurtre de Grace, Albert a plaidé la folie et a affirmé qu'il entendait la voix de Dieu lui ordonner de tuer des enfants. Bien que plusieurs psychologues aient témoigné de ces nombreuses paraphilies et aient souligné qu'aucun autre individu, selon les dossiers juridiques ou médicaux, ne présentait autant d'anomalies sexuelles, d'autres experts ont soutenu que cela ne prouvait pas la folie. Au final, le jury était assez convaincu qu'Albert était fou, mais il pensait tout de même qu'il devait être exécuté et il a donc été condamné à mort par électrocution.
J'ai déjà mentionné la lettre qu'Albert avait écrite aux parents de Grace pour avouer le meurtre, et il y avait aussi une autre lettre qu'il avait adressée à son avocat, avouant le meurtre de Billy Gaffney après que la mère de Billy soit venue lui rendre visite en prison, mais il avait refusé de lui parler. Ces 2 lettres, facilement trouvables en ligne, sont très explicites, surtout la confession du meurtre de Billy qui détaille comment Albert l'a torturé, tué et mangé. Peu avant son exécution, Albert a rédigé plusieurs pages de notes, considérées comme sa déclaration finale. Son avocat, James Dempsey, a révélé par la suite qu'il était en possession de ces notes, mais il a refusé de les rendre publiques ou même de discuter de ce qui y était écrit. Il a simplement dit « Je ne le montrerai jamais à personne ». C'était la série d'obscénités la plus vulgaire que j'ai lue. Étant donné l'atrocité de la lettre avouant le meurtre de Billy, déjà rendue publique par James, on peut supposer que la déclaration finale d'Albert était encore plus terrible. Certains estiment que ces notes auraient dû être publiées, supposant qu'elles pouvaient révéler d'autres crimes et ainsi apporter un apaisement aux familles d'autres victimes potentielles. Je doute personnellement que les notes contenaient d'autres aveux concrets. Je crois que James les aurait publiées puisqu'il a déjà partagé la lettre sur le meurtre de Billy. Elle contenait peut-être des aveux très détaillés et explicites sur ce qu'il a fait aux victimes, mais sans aucune information utile sur l'endroit ou l'identité de la victime qui pourrait permettre de les identifier. Même si elle contenait ce type d'informations, sans les noms des victimes, James a peut-être jugé préférable que les familles ne soient simplement informées. Préféreriez-vous croire que votre enfant est peut-être en vie quelque part ou savoir qu'il a été torturé atrocement avant de mourir lentement dans la souffrance? Pour les familles des victimes confirmées, c'est une chose, mais si Albert n'a cité aucun nom, les identifier serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin et risquerait de causer inutilement de la souffrance à de nombreuses autres familles, toutes se demandant si leur enfant était concerné par la lettre. Je pense que c'est possible, mais il se peut aussi que les lettres reflètent des fantasmes qu'Albert souhaitait réaliser sans en avoir eu l'occasion avant son arrestation. Dans ce cas, on pourrait dire qu'il n'y aurait eu aucun avantage à les rendre publiques, si ce n'est qu'elles auraient peut-être permis de mieux comprendre son esprit dépravé, ce qui aurait pu servir à la recherche psychologique, mais je pense qu'il y a déjà suffisamment d'informations dans les autres lettres. Peu importe le contenu de ces notes, elles ne seront probablement jamais rendues publiques. Personne ne sait même si ces notes existent encore ou si elles ont été détruites par James. Si elles existent encore, je suppose qu'il y a une chance que James les ait transmises à un membre de sa famille et que celui-ci les ait ensuite transmises à quelqu'un d'autre qui pourrait décider de les rendre publiques un jour. Mais très probablement, étant donné les seuls mots de James à propos de ces notes, il les a sans doute détruites lui-même pour garantir que personne ne les verrait jamais. En 2009, une entreprise nommée Sicalisoft a sorti un jeu mobile sur l'App Store intitulé Baby Shaker, et c'était exactement ce que son nom suggère. Le jeu était simple. Il montrait un croquis en noir et blanc d'un bébé et le son d'un bébé qui pleure dès que le temps commençait. Le but était de mesurer combien de temps vous supportiez les pleurs. Quand vous en aviez assez, vous secouiez votre téléphone et 2 croix rouges apparaissaient sur les yeux du bébé. La description sur l'App Store disait « Dans un avion, dans le bus, au théâtre, les bébés sont partout où vous ne voulez pas qu'ils soient. Ils vous distraient toujours de la préparation de cette grande présentation au travail avec leurs pleurs incessants. Avant Baby Shaker, il n'y avait rien à faire. Baby Shaker propose désormais un dessin adorable de bébé, irrésistible pour ceux sans volonté de faire. Fidèle à la réalité, il vous agace aussitôt. Voyez combien de temps vous pouvez supporter ces adorables pleurs avant de devoir absolument trouver un moyen de calmer le bébé. Il va sans dire que ce jeu a été extrêmement controversé. Bien que la description se terminait par l'avertissement « Ne secouez jamais un bébé », c'est exactement ce que vous deviez faire pour arrêter les pleurs du bébé dans le jeu.
La plupart des adultes savent que secouer un bébé peut provoquer un traumatisme crânien grave et peut même tuer le bébé. J'ai fini par faire quelques recherches et j'ai découvert que le syndrome du bébé secoué, ou syndrome du bébé secoué, est en réalité un diagnostic très controversé, certains allant même jusqu'à le qualifier de pseudoscience. Selon Wikipédia, je cite, « Le concept est controversé en pédiatrie des abus sur enfants, des critiques affirmant qu'il s'agit d'une hypothèse non prouvée qui a peu de précision diagnostique. » Le diagnostic du syndrome s'est avéré à la fois difficile et controversé pour les professionnels de santé, car il n'y a généralement pas de témoins objectifs du traumatisme initial. D'ailleurs, lorsque des témoins indépendants de secousses sont présents, les blessures associées ne se produisent en réalité pas. Cela est considéré comme particulièrement problématique lorsque le traumatisme est jugé non accidentel. Certaines professionnels de santé proposent que le syndrome du bébé secoué soit le résultat d'anomalies respiratoires entraînant une hypoxie et un gonflement du cerveau, tandis qu'il a également été démontré que les signes associés au syndrome du bébé secoué pourraient simplement être des marqueurs non spécifiques du degré de pathologie intracrânienne. Pour les partisanes, le syndrome du bébé secoué est la principale cause de traumatisme crânien mortel chez les enfants de moins de 2 ans, avec un risque de décès d'environ 25%. Ce chiffre a été critiqué pour son raisonnement circulaire, son biais de sélection et le fait que les secousses violentes provoquent très rarement des blessures graves. L'hémorragie rétinienne, c'est-à-dire un saignement, survient dans environ 85% des cas de syndrome du bébé secoué et la gravité de l'hémorragie rétinienne est corrélée à la gravité du traumatisme crânien, bien que, là encore, ce résultat repose sur un raisonnement circulaire et un biais de sélection. En réalité, les hémorragies rétiniennes sont très rares lorsque des nourrissons sont effectivement vus en train d'être secoués. Des fractures des vertèbres, des os longs et des côtes peuvent également être associées au syndrome de Prader-Willi. Les nourrissons peuvent présenter de l'irritabilité, un retard de croissance, des modifications des habitudes alimentaires, de la léthargie, des vomissements, des convulsions, des fontanelles bombées ou tendues, c'est-à-dire les zones molles sur la tête d'un bébé, une augmentation de la taille de la tête, une respiration altérée et des pupilles dilatées, bien que tous ces signes cliniques soient génériques et connus pour avoir diverses causes, le secouement n'étant certainement pas la cause la plus fréquente de l'un d'entre eux. J'ai aussi trouvé une étude de 2004 de Robert M. Rees, notant que 30 à 40% des nouveaux cas de bébés secoués montraient des signes de traumatisme crânien antérieurement non diagnostiqués. Tout cela est très important lorsqu'il s'agit de diagnostiquer le syndrome du bébé secoué, alors que le supposé secouement n'a en réalité pas été observé, car il est tout à fait possible qu'un parent ou un soignant soit faussement accusé, voire condamné à tort pour maltraitance d'enfant, alors que la cause des symptômes de l'enfant pourrait être une blessure antérieurement non diagnostiquée et non causée par eux. Bref, je m'égare. Je trouvais simplement que tout cela était assez intéressant et surprenant. J'ai toujours pensé qu'il existait des signes fiables indiquant qu'un bébé avait été secoué et je ne réalisais pas que c'était un phénomène aussi controversé. Quoi qu'il en soit, secouer un bébé reste une forme de maltraitance et que le syndrome du bébé secoué puisse être diagnostiqué de manière fiable ou non, il semble indéniable que cela pourrait causer de graves blessures. Comme je l'ai dit, la plupart des adultes en sont conscients, mais les enfants ne le sont peut-être pas, donc on comprend pourquoi le jeu Baby Shaker était potentiellement dangereux. Si un enfant jouait à ce jeu, il pourrait ne pas avoir de problème à secouer un vrai bébé, ce qui pourrait être catastrophique s'il avait un petit frère ou une petite sœur. Heureusement, le jeu n'a été disponible sur l'App Store que pendant 2 jours avant qu'Apple ne le retire. Il est réapparu brièvement le lendemain, mais a de nouveau été supprimé quelques heures plus tard. Donc, espérons qu'aucun enfant n'y ait joué. Un porte-parole d'Apple a ensuite présenté les excuses suivantes. Cette application était profondément offensante et n'aurait jamais dû être approuvée pour distribution sur l'App Store. Lorsque nous avons pris connaissance de cette erreur, l'application a été immédiatement retirée. Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur et remercions nos clients de nous l'avoir signalée. Ils ont reconnu sur leur site internet que c'était une mauvaise idée et que l'application manquait cruellement de bon goût
ajoutant également qu'elle avait ensuite été retirée parce qu'il s'agissait d'un jeu vidéo où l'on secouait un bébé. Bien que Grand Theft Auto soit un jeu vidéo qui repousse les limites, il n'a pas encore de mini-jeu où l'on secoue un bébé. La comparaison avec Grand Theft Auto est intéressante parce que c'est aussi un jeu violent qui a attiré beaucoup de critiques, certains spéculant qu'il pourrait encourager la violence dans la vie réelle. Comme l'a dit la développeuse, cependant, cela n'est toujours pas allé jusqu'à simuler la maltraitance d'un bébé. Grand Theft Auto est aussi soumis à une restriction d'âge, ce qui n'empêche pas les enfants de mettre la main dessus, mais je ne pense même pas que le jeu Baby Shaker avait de telles restrictions. Un jeu sans histoire ni autre élément, dont le seul but est de secouer un bébé, semble encore plus inapproprié. Une capture d'écran de l'application sur le Play Store montrait un avis 2 étoiles. Un peu faible, il faudrait un bruit d'étouffement ou quelque chose de plus dramatique. Il n'y a pas non plus d'option. On lance le jeu, le bébé pleure, le minuteur s'arrête, le moniteur de décès s'active, rien de plus. J'espère que cette personne plaisantait, parce que sinon, c'est franchement psychopathe de vouloir un bruit d'étouffement. Bref, en dehors du caractère offensant du jeu, il semble qu'il était tout simplement trop basique et ennuyeux pour justifier même le prix de 99 centimes. Des captures d'écran de l'application et une vidéo sur YouTube montrant le gameplay sont disponibles, si on peut vraiment l'appeler ainsi. Sauf si quelqu'un a encore l'application sur un ancien iPhone, le jeu est perdu et il est peu probable qu'il réapparaisse. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que toute suggestion que vous pourriez avoir pour une prochaine vidéo. Merci d'aimer et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci aussi à mes membres Ko-fi et de la chaîne affichés à l'écran. Votre soutien m'est précieux. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.